Donc, on organise cette conférence dans le cadre de la Summer School d'Ada Tech School. Ada Tech School, pour celles du coup, qui ne connaissent pas, c'est une école de programmation à Paris qui se fait sur 2 années. Donc, l'idée, le but de l'école, c'est de vous apprendre la programmation par la pratique, en favorisant votre créativité, en créant un cadre qui est bienveillant, humain, et en vous proposant du coup des jeux de projets à faire et non pas des cours à apprendre par cœur et apprendre à coder sur papier. Donc nous, on est une école qui est très engagée sur ces sujets-là et on a décidé pour passer l'été un peu toutes ensemble, de créer une summer school. Donc toutes les semaines, on va mettre des événements en place. Donc ça peut être des ateliers de code pour celles qui n'ont jamais programmé. Ça peut être des conférences comme celle qu'on est en train de faire, qui est notre première. Du coup, je suis particulièrement ravie d'accueillir Fanchon pour cette première. Donc voilà, on va proposer tout un pack de ressources aussi pour vous former à, à des initiations sur des domaines techniques, à des sujets peut-être un petit peu plus culturels aussi, comme l'inclusion, comme aujourd'hui. Donc voilà, ça sera toutes les semaines, la Summer School. Je vais vous mettre en lien dans la conversation peut-être la page de notre blog à ce sujet, qui regorge d'informations et qui sera mise à jour toutes les semaines pour accueillir à chaque fois l'événement de la semaine suivante. Du coup, pour info, la semaine suivante, ce sera un atelier de code. Toujours en visio, toujours gratuit, toujours ouverte à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Je vous mets ça dans le chat. Et moi, du coup, peut-être pour me présenter aussi, je suis Anna Khelifa. Je travaille à Ada Tech School en tant que Head of Community, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est réseau. Ça passe par le réseau des étudiants, en leur permettant, en leur facilitant l'accès à l'alternance. Ça passe par les réseaux entreprises, ça passe par les événements et ça passe aussi par le réseau au terme tech du terme, parce que je gère aussi une partie de l'infra. Donc, il y a beaucoup de réseaux. Je vais peut-être aussi laisser Fanchon se présenter, mais avant ça, pardon, j'aimerais la remercier très fort d'avoir répondu à l'appel. On est très intéressés par les sujets sur lesquels elle a porté beaucoup d'initiatives et c'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna. Je suis super contente d'être présente avec vous et de pouvoir parler de SEO inclusif. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et c'est génial de pouvoir l'exprimer à des femmes intéressées par la tech ici présentes. Moi, je m'appelle Fanchon, donc j'ai 30 ans et mon travail ne reflète absolument pas ce que je fais dans le cadre de l'association SEO lesbienne. Je travaille en relation client dans une néobanque qui s'appelle Shine depuis peu. Mais auparavant, j'ai eu plein de métiers. Ma première carrière, ça a été d'être guide dans un musée pour enfants. J'ai été professeur des écoles. J'ai été également entrepreneur moi-même. J'ai cofondé une école de code aussi, donc intéressée par le développement informatique. Et, euh, et puis, voilà, donc je travaille en relation client. Mais le maître mot vraiment de tout ça, c'est la transmission. On pourrait croire comme ça qu'il n'y a pas de lien dans ma carrière, mais en fait, il y en a un. C'est l'envie de transmettre, l'envie de toujours se dépasser, d'apprendre de nouvelles choses et de donner aux autres, de rendre ce qu'on m'a donné. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai répondu à l'appel de Chloé. Ada Tech School, c'est une école que je suis depuis le tout début, avec un super intérêt parce que ça réunit plein de choses qui m'intéressent, le féminisme, la tech, la formation, la pédagogie. Et donc, je suis super contente de pouvoir aujourd'hui vous parler de ce qui me passionne, c'est-à-dire la tech inclusive et comment on peut faire pour que ça s'améliore. Voilà. Toi, du coup, tu l'as un petit peu mentionné en te présentant, SEO lesbienne. Alors, j'admets 2 personnes qui nous rejoignent. Hop là. Bonjour Mara, bonjour Jeanne. Vous arrivez à temps, on vient tout juste de se présenter, mais on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Peut-être juste pour info, il y a un chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dessus tout le long de la discussion. On y répondra à la fin avec grand plaisir. Du coup, Fanchon, pendant que tu te présentais, tu as mentionné SEO lesbienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est Ouais. et pourquoi tu l'as créé? Alors, d'abord, tout simplement, peut-être dire ce que veulent dire ces lettres de l'acronyme
SEO, en fait, c'est de l'anglais, c'est SEO, Search Engine Optimization. Alors, littéralement, c'est l'optimisation des moteurs de recherche. En français, on dirait plus ce qu'on appelle le référencement gratuit, quoique, en fait, cette distinction aujourd'hui ne soit plus vraiment dans l'air du temps. Mais disons qu'il y a quelques années, on appelait ça encore comme ça. Qu'est-ce que c'est que le référencement? C'est tout un tas de petites astuces et de petits trucs pour pouvoir faire remonter dans les moteurs de recherche un résultat. Admettons que vous êtes un commerçant, que vous avez un bar et vous voulez que quand on tape bar Cabourg, on tombe sur votre bar. Je ne sais pas pourquoi Cabourg, mais c'est Cabourg. Et du coup, pour cela, vous avez plusieurs moyens de le faire. D'abord, faire un très beau site internet, apprendre à coder et faire en sorte que votre site internet soit bien propre, avec les balises bien ordonnées. Ça, Google, il aime bien. Et puis, il y a d'autres choses et d'autres techniques qui sont un peu plus sales, qui vous permettent de faire remonter le résultat en premier. On appelle ça le référencement gratuit. Tout ce qui va être publicité, etc., ce n'est pas du SEO, c'est du SIA, puisqu'il s'agit de référencement payant. Et donc, le référencement payant, simplement ouvrir son porte-monnaie et essayer de placer son site internet un peu partout, donc sur YouTube, sur Facebook, etc., etc. Et toutes ces techniques sont regroupées autour d'une même discipline qui s'appelle le SIM. Et donc, c'est tout simplement du marketing digital. Quand vous voyez écrit cherche marketeur digital en offre d'emploi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire toutes ces techniques qui permettent qu'on trouve plus facilement un résultat sur Internet. Et chez les marketeurs, toutes les personnes qui font du SEO, du SIA et plus généralement du SIM, il y a des personnes plus ou moins bien informées et des personnes qui travaillent pour des entreprises plus ou moins éthiques. Et aujourd'hui, il n'existe pas en fait dans ces professions une éthique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui produisent énormément de contenu. Imaginez-vous, vous écrivez des sites internet, il y a une démocratisation du nombre et de volume de contenu, mais on n'a pas d'éthique pour ces professions-là. Donc, on a une éthique des journalistes, mais la presse est de moins en moins lue. Mais on n'a pas d'éthique pour des contenus qui sont de plus en plus écrits par n'importe qui ne sont pas forcément formés d'ailleurs, puisque les professions de SEO, de SIA sont des professions qui peuvent s'apprendre complètement sur le tas. Et donc, ça crée tout simplement des générations et des générations de personnes qui ne sont pas nécessairement sensibilisées à l'impact et à l'ampleur que peuvent avoir leurs professions sur les pauvres citoyens et citoyennes que nous sommes. Voilà. Et SEO Lesbienne, c'est un collectif qui a été fondé il y a maintenant, oui, on est tout jeune, mais il y a maintenant plus d'1 an, qui aujourd'hui est une association loi 1901, classique, et dont l'objectif est tout simplement d'améliorer au référencement du mot lesbienne sur Google. Alors, pourquoi aussi spécifique? Souvent, on me dit c'est très, très, très spécifique comme association. Tout simplement parce que c'est très, très spécifique d'être lesbienne dans le monde d'aujourd'hui. En fait, sur Internet, il y a encore quelques années, donc au mois de... Il me semble que c'était avril 2019, donc c'est relativement récent. Quand vous faisiez une recherche sur le moteur de recherche qui est le plus utilisé en France, Google, vous tombiez sur uniquement des contenus pornographiques. Alors même que vous écriviez que le mot lesbienne, sans y ajouter d'autres mots comme sexe ou porno ou que sais-je, vous tombiez de fait en tapant le mot lesbienne sur de la pornographie. Pourquoi ça? Parce que l'algorithme, en tout cas les algorithmes, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont à l'origine tout simplement de votre capacité à trouver des résultats pertinents pour une recherche donnée de Google, étaient mal calibrés et permettaient aux marketeurs, et on le sait que la pornographie, c'est un secteur dans lequel il y a énormément de marketing qui est fait. C'est même là que le marketing est né, si on se souvient, et les débuts d'Internet aussi, ça vient de la pornographie. On se souvient de Xavier Niel et du Minitel. J'étais pas vraiment née, mais on s'en souvient quand même, la littérature s'en souvient. On
on se rend compte que, bah oui, le téléphone rose, etc. Donc, il y a vraiment une tradition, en tout cas en français, de la tech qui est très, très liée à la pornographie, de manière générale. Dans le monde aussi, hein, mais vraiment en français, la pornographie est très liée à Internet. Et, euh, et donc, bah, on avait des contenus pornographiques qui étaient poussés dans les premiers résultats. Et généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un mot donné, par exemple casserole, généralement, le premier résultat qui est donné par Google, c'est le mot, c'est la page de définition Wikipédia. Et là, pour vous donner un exemple, en avril 2019, le mot lesbienne et sa page Wikipédia, qui n'est même pas la page de Wikipédia lesbienne, parce qu'il n'y en a pas, il y en a une qui s'appelle lesbianisme, elle était en 11e page. Premier résultat pertinent, 11e page. Et donc, dans l'onglet en fait, de Google, de texte, de résultats, vous n'aviez que de la pornographie. Et alors, il y a certaines personnes qui disaient, mais où est le problème? Ce n'est pas un problème. Après tout, si on veut de l'information, on n'a qu'à préciser. Et en fait, c'est un vrai problème parce que, imaginez-vous, alors j'ai oublié de le dire et je pense que c'est un postulat qui est important, mais je pense que vous l'avez deviné, je suis lesbienne. et du coup, quand j'étais adolescente, un jour, j'étais questionnante dans ma vie, dans mes aspirations et mes désirs perso, et j'avais besoin de représentation. On parle des années 90-2000, et j'ai tapé ce mot-là, lesbienne, sur Internet. Et je suis tombée sur de la pornographie. Ça veut dire que j'ai eu aucune chance de pouvoir m'identifier à n'importe qui, d'avoir une représentation fidèle à ce que je pouvais être. Et j'étais très anxieuse, très angoissée de tout ça, tout se bousculer en moi. Et le fait de tomber sur de la pornographie, c'était terrible. Et tu me posais tout à l'heure, Anna, la question de quand est-ce qu'est né véritablement le mouvement SEO lesbienne. Il est né du fait que j'ai travaillé en marketing, en relations communication pour une école de code, et je faisais de la publicité pour cette école. Et mon travail toute la journée, c'était de faire en sorte que les résultats pour cette école arrivent en premier. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça pour le mot lesbienne? Pourquoi je n'utiliserais pas mes techniques sales et pas terribles de marketeuse pour pouvoir faire le bien, en fait? Et c'est ce concept-là de tech for good, de SEO for good, c'est de là qu'est né le mouvement SEO lesbienne. Est-ce que quand tu faisais ces recherches dans les années 90, du coup, est-ce que pour toi c'était un problème ou c'était normalisé puisque c'était le résultat qu'il y avait? En fait, il y a deux choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la figure lesbienne de la lesbienne, je dis ça comme ça parce que on parle des lesbiennes, il n'y a pas une lesbienne, ça n'existe pas. Mais la figure de la lesbienne représentée sur Internet, c'était une figure pornographique parce que aussi dans la société, les lesbiennes sont hyper sexualisées. C'est-à-dire que quand tu vas dans la rue, tu vois, moi je suis mariée avec ma femme, on se donne pas la main dans la rue, tu vois, parce que parce que on a des remarques, on a des bruits, et c'est partout dans le monde. C'est pas, il y a même des endroits où on se donnerait pas du tout la main, du tout. Mais pour le coup, les lesbiennes, oui, sont hyper sexualisées déjà dans l'espace public. C'est encore plus flagrant en fait sur Internet. Je pense que j'avais vraiment conscience de ça. J'avais vraiment déjà conscience que les lesbiennes étaient hyper sexualisées. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de l'être. Parce que j'avais pas envie d'être hyper sexualisée. Moi, je suis quelqu'un qui... j'ai rien contre la sexualité, j'ai rien contre la pornographie. Vraiment, je pense que tout peut coexister. Mais moi, vraiment, dans ma manière d'être et dans ma manière de vivre l'expression de mon genre, de ma sexualité, de mes désirs, ça n'a pas grand-chose à voir avec de la pornographie. Ce serait plutôt de la poésie. Donc, je suis un peu bisounours et en fait, ça ne me représentait pas du tout. J'avais rien et aucune représentation d'histoire d'amour romantique entre deux femmes. Et puis, quand on a 12-13 ans, en fait, la sexualité, c'est les balbutiements, c'est une découverte qui est personnelle d'abord. Et du coup, bah, j'étais pas du tout dans ça. Et en fait, je savais que le désir pour les femmes s'appelait lesbienne parce que je fréquentais des homosexuels. J'avais une famille dans laquelle, heureusement, j'avais des représentations qui me permettaient de voir. Donc, je savais ce que c'était. Mais par contre, je n'associais pas du tout ça avec l'expression d'une sexualité quelconque.
Et ça m'a renvoyée, en fait, vraiment c'est allé trop loin pour moi, en fait. C'était trop tôt. J'aurais voulu avoir des films sur Netflix, des romans même. Vous savez, c'est cette littérature de cœur. C'était quoi? Je me souviens plus. Des trucs comme Cœur Océan, des trucs comme ça. Pour les hétéros, en ont beaucoup. Et des histoires d'amour à n'en plus finir, à la Dawson. Je parle de ma génération, hein, mais des séries comme ça. Et il y avait vraiment aucune représentation. Donc moi, j'imaginais des choses. J'écrivais beaucoup. Je m'inventais les histoires que je ne trouvais pas. Et quand est-ce que tu as eu ton déclic? Quand est-ce que tu es passé de c'est normal à c'est un problème et c'est un problème que je vais tacler? Alors, j'ai eu la chance d'être au chômage pendant une année, ce qui m'a permis J'avais vraiment besoin d'authenticité, de retrouver. J'avais fait beaucoup de marketing, ce qui n'était pas forcément ce à quoi j'aspirais. Et j'avais envie d'apporter d'une certaine manière ma pierre à l'édifice. Je ne trouvais pas réellement ma place. Et pour celles qui étaient présentes au début, je me suis beaucoup cherchée professionnellement. Et j'avais un sentiment voilà, de déperdition. Et du coup, je suis allée chercher. J'étais beaucoup sur Twitter, en fait, naturellement. Et j'ai vu un tweet de la journaliste, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est très importante. J'ai eu la chance de lui parler dernièrement. Elle s'appelle Marie Laborie, qui est la première journaliste et d'ailleurs la seule ouvertement lesbienne en France, qui était à l'époque sur Pink TV. Et j'avais la chance d'avoir Pink TV quand j'étais petite aussi. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir lui parler. Et elle a tweeté une phrase en expliquant qu'elle avait eu du mal à s'approprier le mot lesbienne. Et que pour elle, c'était un mot qui était chargé de sexualité. Alors que véritablement, si vous cherchez dans un dictionnaire lesbienne, il n'y a vraiment, vraiment pas de connotation sexuelle. Et qu'elle avait du mal, même publiquement, à s'appeler lesbienne, etc. Ça a provoqué quelque chose en moi. J'étais à la maison, j'étais le soir, c'était très tard. Et j'ai dit à ma femme, mais regarde, est-ce que tu te dis lesbienne? Est-ce que tu le dis? Est-ce que c'est un mot que tu utilises? Et j'avais remarqué aussi, on avait été dans un train et je crois que je lui avais dit en chuchotant, lesbienne. Et c'est contraire un peu à mes valeurs. Moi, je n'ai pas du tout de soucis. Je dis à aux entretiens d'embauche que je suis, enfin, pas que je suis lesbienne, mais que je suis en couple ou que je suis mariée ou que je vais faire une PMA, enfin, librement, sans problème et depuis très longtemps. Mais le mot lesbienne, est-ce que je l'utilisais dans mon quotidien? Maintenant, oui. J'en ai plus honte. Et puis là, je lisais, je dois avouer que le mot lesbienne, oui, ben oui. C'est un mot qui est difficile à utiliser. C'est un mot qui est difficile à utiliser parce qu'il est chargé de toutes les connotations péjoratives qu'on a pu lui donner. Et je me suis dit, mais ça a quand même quelque chose à voir. En tout cas, dans mon histoire, ça a quelque chose à voir avec Internet. Parce que j'étais vraiment tout le temps sur l'ordinateur. Je fais partie de cette génération qui a vraiment grandi avec Internet et qui a trouvé son salut. Moi, je dois tout à Internet. Véritablement. Toute ma vie, je la dois à Internet. Tous mes savoirs, je les dois aux bibliothèques et à Internet. Euh, et, euh, et Internet, ça m'a apporté l'amour de ma vie, par exemple. Ça m'a apporté énormément d'amis que j'aurais jamais rencontrés dans le quotidien. Ça m'a fait sortir de mon milieu social, de ce que Bourdieu appellerait, mais j'ai oublié le terme, mais c'est pas grave. Internet, ça m'a vraiment sauvé la vie et en même temps, ça a contribué quelque part à me donner une image de moi-même qui était néfaste et négative, comme si le fait d'être lesbienne était sale, était pornographe. Et avec une hypersexualité qui, moi, en tout cas, me dépassait. Et je sais qu'il y a des lesbiennes qui sont tout à fait OK avec l'hypersexualisation et qui s'y retrouvent dedans. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je trouvais que c'était quand même dingue d'être en 2019 et de ne retrouver sur Internet que cette représentation-là des lesbiennes. Et j'avais envie qu'on voit plus de contenu informatif, plus de contenu, plus de diversité en fait. Moi, j'avais eu tendance à croire que j'étais pas suffisamment lesbienne ou que j'étais pas suffisamment stéréotypée pour être lesbienne ou machin. Et j'avais envie vraiment que sur Internet, on puisse trouver tous les modèles auxquels on a envie d'adhérer, toute la diversité et la richesse
qui existe. Et j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir fait des études universitaires, et notamment des études en littérature, qui m'ont permis d'avoir des techniques pour trouver des contenus pertinents sur Internet. Et j'ai beaucoup utilisé ces techniques-là pour trouver moi-même des contenus sur Internet sur les lesbiennes, notamment trouver des bonnes ressources de livres à lire, des forums, des copines, des petites amies. C'était pas évident de les trouver au quotidien dans ma vie. Et donc, grâce à ces techniques de chercheuse, véritablement, c'était des techniques universitaires, de recherche de mots-clés. En fait, j'utilisais moi-même, je créais des listes de mots qui me permettaient d'arriver aux occurrences en contournant la pornographie. Et ça, ce n'est pas des compétences que tout le monde a. C'est censé, un moteur de recherche est censé nous aider à trouver ce qu'on recherche. Moi, je ne trouvais pas ce que je recherchais sur le moteur de recherche. Quand tu n'as pas réussi à trouver du coup ce que tu cherchais, comment tu as fait pour régler ce problème pour le reste de la France, on va dire? En fait, il y a beaucoup de facteurs chance. On était en 2019. Je remets dans le contexte quand même parce que c'est très important. Il venait de sortir la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, pour rappel, c'est juste un... Il y a des nouvelles références de livres, c'est trop bien. Pour rappel, la Ligue du LOL, c'est tout simplement un scandale dans les organes de presse en France où il y a eu un harcèlement systématique et systématisé sur des femmes journalistes. Et ma sœur en a été victime, c'est les journalistes. Et il se trouve que voilà, on était dans ce contexte-là. Il y avait la Ligue du LOL en France, mais il y avait eu MeToo, qui avait été un mouvement quand même significatif dans ces années-là. Une espèce de réémergence de la voix féministe. D'ailleurs, c'est dans ces eaux-là que Adatex School est née. C'est pas pour rien, en fait. Il y a un contexte, il y a quelque chose, une espèce de réémergence des combats des années 60 et 70 qui était de retour, en tout cas dans le débat et dans l'espace public. Et aussi, c'était les 50 ans de Stonewall, qui est tout simplement le départ de la première Pride. On dit plus Gay Pride, mais la Pride. Et donc, en fait, il y avait tout simplement des projecteurs qui étaient là, qui permettaient de mettre en lumière ma voix. Et il se trouve que j'ai tweeté et que la rédactrice en chef, c'est pour ça que tout est important, tout est lié. La rédactrice en chef de Numérama, qui venait d'être nommée suite au scandale de la Ligue du LOL et de la démission de l'ancien rédacteur en chef de Numérama, a remarqué ce tweet. Ça faisait des années, elle me l'a expliqué quelques années plus tard. Marie Turcan, elle s'appelle. Elle m'a expliqué, et elle est lesbienne. Et ça faisait des années qu'elle cherchait à faire entendre ça. Et en fait, elle a même déterré des tweets de 2015 où elle m'a montré qu'elle avait tweeté plus ou moins la même chose, mais rien ne s'était passé. Et là, elle s'est dit, en fait, je vais utiliser ma place de rédactrice en chef pour écrire quelque chose. Et elle a écrit un article qui a été repris par Tétu, qui a été repris. Et tout ça, en fait, tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, le SEO lesbienne, j'ai eu la chance aussi, ma sœur est journaliste, et du coup, à Paris, et donc j'ai la chance de connaître plein de journalistes pour avoir plein de soirées avec eux. Et du coup, ça a été repris et de pouvoir, et donc la voix a été dupliquée, amplifiée, et ce tout petit truc qui était juste un coup de gueule dans la nuit sur un compte Twitter parodique, crypto-lesbien, sur lequel je tweetais de la poésie. J'ai senti le sentiment et la responsabilité de devoir le transformer, de devoir en faire quelque chose de plus grand. J'ai appelé Marie Turcan, je lui ai dit je vais transformer mon site internet, mon compte Twitter, je vais créer un logo et est-ce que tu peux faire un article indiquant qu'on lance un mouvement et qui vient veut. Et l'objectif, ça a été très très vite de hacker Google. Rien que ça. Et au début, on s'en est quand même pris plein la gueule. Franchement, sur les réseaux sociaux, nous, on a eu un dépôt de plainte, on a eu des menaces de mort. On s'est fait traiter beaucoup de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme. C'est pas sympa quand on se fait traiter de ça. SJW, ça signifie Social Justice Warrior. En gros, c'est le combattant, les personnes qui se battent pour des combats inutiles et futiles et qui ne servent à personne.
Avec du recul, il y a eu des moments où j'ai douté, où je me suis dit, mais en fait, c'est débile ce que je fais, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Et j'ai eu la chance de rencontrer énormément de femmes, et d'hommes d'ailleurs, à qui ça a rendu énormément service. Des familles aussi, homoparentales, des mères lesbiennes, plein de gens. Et je me rends compte que en fait, ça a eu beaucoup plus d'impact, ça m'a un peu dépassée. Et je suis super fière d'avoir fait ça dans ma vie. Voilà, d'avoir utilisé mon chômage pour ça. C'est vrai que c'est une belle utilisation du chômage. Comment vous y êtes pris du coup concrètement? Est-ce que vous avez, avec ces journalistes, du coup, mis tellement d'articles avec l'homo lesbienne que finalement c'est ce qui est remonté? Est-ce que vous avez poussé Google à changer tous ses algos? Comment vous y êtes pris? Alors, je tiens à le dire parce que je tiens à m'inscrire quand même dans une lutte qui était déjà préexistante. Je n'ai rien inventé. Ces remarques et ces sentiments-là, ils étaient déjà présents. Ils étaient déjà, il y avait plein de gens, à l'image de Marie Turcan et ses tweets de 2015, qui avaient déjà essayé d'alerter l'opinion publique. Alice Coffin, notamment, qui est une grande activiste lesbienne, qui a mené énormément de combats pour la visibilité lesbienne, et notamment la visibilité lesbienne dans les médias. Elle a créé l'AJL, qui est l'association des journalistes LGBT, qui a sensibilisé les rédactions à écrire plus le mot lesbienne. Et nous, on a aussi poussé en fait, les journalistes à réécrire des articles qui avaient été préécrits. Le premier taf de Marie Turcan, quand elle est arrivée chez Numérama, ça a été de réécrire les articles et de refaire référencer le mot lesbienne sur les anciens articles. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait tendance, pour faire poli, comme le mot lesbienne, il est connoté salement, en fait, sexuellement et sexuellement pornographiquement, parce que la sexualité, c'est pas sale. En fait, les journalistes et les journaux, ils n'avaient pas envie de se faire référencer sur ce terme-là et d'être au milieu de plein de contenus pornographiques. Et donc, ils utilisaient des périphrases. Donc, par exemple, femmes qui aiment les femmes, femmes homosexuelles, femmes gays. Et en fait, ce qui était plutôt révoltant, c'était que le terme gay, lui, il renvoyait pas du tout vers de la pornographie. Le terme gay sur Google, quand vous tapiez gay, vous tombiez sur des super sites géniaux, rencontres gay, le premier sauna gay de Paris qui vous accueille avec ses mojitos et ses cocktails. Vous aviez littérature gay, mon papa gay, etc., etc. Et par contre, pour les lesbiennes, vous aviez, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais salope lesbienne, etc., etc. Donc, on voit bien que en fait, on est dans deux choses, en fait. On appelle ça l'intersectionnalité entre deux luttes, c'est-à-dire la misogynie et l'homophobie qui se rencontrent ensemble, et en l'occurrence la lesbophobie. Et voilà, on a tout ça ensemble. C'est comme quand vous tapez les professions, par exemple, infirmier, vous n'avez pas de pornographie. Infirmière, vous en avez. Voilà, tout ce qui est en fait féminin au revoir Sylvia. Tout ce qui est féminin est en fait associé à de la pornographie sur Internet. Mais tout ça aussi parce qu'en fait, on est aussi sur des professions qui sont très masculines. Est-ce que la personne qui fait le référencement pour un site pornographique, elle va se poser la question, est-ce que je nuis à des milliers de femmes? Est-ce que je nuis à la construction psychologique et psychique de femmes adolescentes? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ces personnes-là prennent ce recul-là. Tout simplement parce qu'elles ne le vivent pas dans leur chair et ils ont des biais, tout simplement. Voilà, donc ils ne prennent pas le recul pour pouvoir se rendre compte que leurs actions ont un impact sur la vie des gens. Et pour revenir sur l'action du collectif en elle-même, on a créé un événement. On a appelé le truc Hackons Google et en fait, ça a fait venir plein de gens. Ça a fait venir... J'étais trop contente, Marie Turcan, ça a fait venir plein de journalistes, ça a fait venir plein d'activistes qui étaient déjà positionnés sur des sujets LGBT et plein d'associations LGBT qui ont pris conscience ce jour-là et qui ne le savaient pas que le mot gay était bien référencé et que le mot lesbienne ne l'était pas. Et ça a amené un débat nouveau en fait dans ces associations qui était mais on n'a pas de spécialistes en fait en référencement dans les associations. C'est les associations LGBT type SOS Homophobie, ils faisaient appel à des agences en fait externalisées. Ils n'avaient pas les compétences numériques et d'ailleurs ils n'avaient pas non plus les profils au sein des associations. Et c'est là où on se rend compte que pour le militantisme 2.0, et moi j'aime bien m'appeler cyberactiviste parce qu'en réalité
Je ne suis pas une activiste de la rue, je suis une activiste du réseau, du réseautage, des rencontres, mais virtuelles. Ça me va très bien. mais c'est vrai que eux, c'est des gens qui vont serrer des mains à des politiques, font des grandes campagnes, des grandes actions publicitaires, et ils ne se rendaient pas compte que notre génération, et la génération encore en dessous, la génération Z, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont complètement sur les réseaux sociaux. Et ils sont plus touchés par des campagnes publicitaires sur la télévision. Et c'est sur ça qu'il faut agir aujourd'hui. C'est sur le référencement en lui-même, c'est déjà une publicité. Le référencement gratuit, c'est déjà en lui-même une publicité. Par exemple, faire positionner un site internet d'activistes lesbiennes ou de santé publique qui explique que oui, entre lesbiennes, on peut attraper des MST. Et ça, c'est un vrai débat, un vrai sujet sur, paradoxalement, l'effacement de la sexualité réelle des lesbiennes sur Internet. On a une sexualité pornographique, mais la vraie sexualité des lesbiennes, on ne la voit jamais sur Internet. Et il y a un effacement du fait que les lesbiennes, elles peuvent avoir des maladies. et c'est vrai. Et en fait, il y a un vrai enjeu de santé publique. Et par exemple, si l'État voulait sortir un site Internet qui permettait de faire cette prévention-là en disant aux femmes, attention, vous aussi, vous pouvez attraper des maladies, se faire positionner sur le mot lesbienne, c'est très intéressant et très intelligent. Parce que en fait, c'est le premier résultat qui tombe. Tac, on va visiter le site Internet au détour d'une recherche Google un soir d'hiver toute seule. et on en apprend et on est en mesure de se protéger. Mais il y a aussi tout ce qui va être la prévention du suicide. On le sait, c'est très triste. Et les adolescents LGBT+, ils sont beaucoup plus sujets à la dépression, à des idées suicidaires, au passage à l'acte. Et si on voulait faire de la prévention, par exemple, se positionner sur des termes comme lesbienne, comme avenir lesbienne, c'est des questions, moi j'ai vraiment tapé ça. Quel avenir lesbienne? Peut-on avoir des enfants quand on est lesbienne? C'est des questions qui sont hyper importantes. Et si on se positionnait, et si les organismes publics, les associations se positionnaient sur ces résultats-là, en fait, peut-être qu'on parviendrait à permettre à des personnes de ne pas suicider, de tomber sur des bons résultats. Vous imaginez, vous tapez suicide, peut-on avoir des enfants lesbiennes, et vous tombez sur salope lesbienne, pute lesbienne. Vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur vous? Vous avez des idées suicidaires, mais c'est du délire en fait. Et du coup, ça a beaucoup intéressé. C'était un nouvel enjeu en fait. Et les assos ont été super intéressés. Et en fait, on a décidé de mener des actions. Et alors, on s'est entouré d'expertes en SEO. Moi, j'en faisais un petit peu, mais je n'étais pas du tout experte. À l'époque, je bricolais, comme je dis, des trucs. Je fais toujours, je bricole toujours des trucs. Ce qui est génial avec ce métier, c'est que c'est un métier qui évolue énormément. Et on peut apprendre plein de choses rien qu'en regardant des vidéos sur YouTube, etc. Et en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait une action qui existait, ça s'appelle le Google bombing. Il s'agit d'écrire partout, tout le temps, le mot que vous voulez faire référencer. Donc, n'importe où, des forums, voilà. Et donc, on a tenté ça. On s'est constitué un Slack, en fait, c'est un chat, et on a coordonné des actions. Et en réalité, on a eu la chance d'avoir des personnes dans le collectif qui travaillaient chez Google, qui sont venues parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était les 50 ans de Stonewall, comme je l'ai déjà dit. Google s'était payé un super char pour la Pride, et les employés de Google attendaient de Google une cohérence. Et je crois que ce qui nous a fait gagner, c'est les RH. En réalité, on n'a rien eu besoin de faire techniquement. On a gagné sur l'influence et sur la cohérence d'image. Je crois que c'est vraiment une campagne qui a été menée, qui est une campagne médiatique et d'influence. Google avait vraiment pas envie de faire de vagues sur le sujet. Et donc, comme c'était les 50 ans de Stonewall, Google a fait un super visuel pour la Pride cette année-là. Et le mot gay avait un super rainbow flag. Donc, quand vous faisiez une recherche sur le mot gay, vous aviez une animation avec un rainbow flag pour commémorer Stonewall. Et quand vous tapiez le mot lesbienne, vous aviez aussi cette animation géniale, hyper engagée sur les droits LGBT. Et vous aviez en dessous que des pages de pornographie. Et c'est cette incohérence, cette massive erreur de la part de Google France qui nous a permis de gagner.
parce que en fait, ils se sont rendus compte de l'incohérence entre le discours RH, c'est-à-dire Google, on est une entreprise inclusive, on fait en sorte d'avoir des employés LGBT, on a un char, etc. Et en même temps, la réalité de l'intelligence artificielle derrière les moteurs de recherche qui ne renvoyaient que vers de la pornographie. Et en fait, il a fallu ramener Google à l'évidence. Il fallait faire une modification algorithmique manuelle sur le mot lesbienne. Est-ce que tu sais si aujourd'hui toutes les recherches pornographiques liées au mot lesbienne, du coup, sont totalement parties, y En compris les fait, petites dérivées un peu lesbiennes, lycéennes, par exemple? non, en fait, avec les occurrences, si vous tapez, par exemple, là aujourd'hui, il faut vous mettre en navigation privée, mais vous pouvez faire le test. Si vous tapez sur Internet lesbienne maman, vous allez tomber sur de la pornographie. Si vous tapez sur Internet, dans le moteur de recherche textuel, le moteur de recherche vidéo est un peu mieux calibré, mais le moteur de recherche textuel, il est pourri. Vous allez avoir lesbienne infirmière, tout ce qui va être profession, lesbienne maîtresse, lesbienne. Mais de la même manière que vous l'avez pour, par exemple, des termes de profession. Oui, en fait, les algorithmes de recherche de profession, comme ils sont énormément utilisés dans le référencement pornographique, maîtresse, maman, ado. Si vous tapez lesbienne et ado, vous allez tomber sur exclusivement de la pornographie, y compris dans Google Images. D'accord. C'est vraiment très problématique. Mais nous, on a gagné sur l'occurrence simple lesbienne. Et déjà, ça, à l'époque, moi, je ne savais pas que ça allait marcher. J'avais un de mes amis qui m'avait dit, mais vous êtes fous, vous attaquez à Goliath. Et on m'a même dit, t'as pas peur pour ta carrière. Et en fait, moi, j'avais vraiment, je sais pas, je savais que j'allais gagner. Enfin, franchement, je savais qu'on allait réussir. Je sais pas pourquoi, j'ai été sûre que ça allait marcher. Et en fait, c'est un midi, j'étais au travail, j'étais consultante pour un grand groupe à La Défense et j'étais dans les bureaux de ce grand groupe. Et en fait, on m'appelle et on me dit le mot lesbienne n'est plus référencé sur de la pornographie. On a eu nos premiers résultats non pornographiques. J'en ai vraiment pleuré. Et le plus drôle dans tout ça, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc chez ce grand groupe français qui utilise un pare-feu pour se prémunir des recherches, on va dire pornographiques, pédopornographiques, etc., dans son établissement, et qui m'a interdit de faire une recherche sur le mot lesbienne. Donc, pour pouvoir faire cette recherche-là, j'ai dû sortir du bâtiment et chercher le mot lesbienne sur Internet. Donc, les pare-feux ont encore le mot lesbienne enregistré comme un mot risqué. Et on ne peut pas faire de recherche dans toutes les entreprises sur le mot lesbienne. Et par contre, sur le mot gay, il n'y a pas de problème. Voilà. J'entends qu'il reste que de belles choses ont été faites, beaucoup d'exploits ont été accomplis et il reste pas mal encore à faire. Et en fait, ça a été fait par étapes. En fait, le moteur de recherche a été fait, a été changé d'abord textuellement. Les résultats de sites internet ont été changés les premiers. Ensuite, ça a pris quelques mois. C'est l'onglet images qui a été changé. Et ensuite, c'est l'onglet actualité aussi qui a été changé. Et vidéo en dernier, c'était en octobre cette année. Enfin, 2019, fin 2019. Ouais. Et Cosia, ouais. En fait, tous les moteurs de recherche. En fait, on s'est focalisé sur Google parce que c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé en France, massivement. Hein. Vraiment, Ecosia, c'est peanuts. Hein. Mais du coup, tous les moteurs de recherche fonctionnent avec des algorithmes de recherche qui sont différents, qui sont construits à partir de corpus massivement lesbophobes, tout simplement. Et en fait, tant qu'on n'aura pas suffisamment de contenu non pornographique pour concurrencer en fait le contenu qui est produit tous les jours. Il faut imaginer la puissance financière du lobby de la pornographie. Eux, ils ont 25-30 personnes qui travaillent tous les jours pour produire du contenu avec associé lesbienne sexe. Le moteur de recherche de Google, il doit faire des correctifs sans cesse pour pouvoir maintenir son flot de non-pornographie, no-porn sur le moteur de recherche textuel ou image. Ils se battent véritablement contre ça. Mais c'est tout le temps. Et c'est-à-dire qu'à la moindre erreur que fait Google, la moindre erreur de mise à jour, vous retombez sur de la pornographie.
c'est un combat qui n'est jamais gagné. C'est un combat qui se gagne en faisant changer aussi la société. Donc, c'était ça aussi le paradoxe. Ce qui était assez chouette, c'est que, en fait, pour la première fois, moi, je savais qu'il y avait de la lesbophobie. Et le fait de le démontrer et de vous montrer, j'ai fait des captures écran, je l'ai montré à mes parents. En fait, c'était hyper violent. Et franchement, ils en ont pleuré. Ils ne se rendaient pas compte de... Et je leur dis, mais c'est ça la société dans laquelle on vit. C'est ça la rue, en fait. C'est à l'image de la rue. Et c'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'adore les biais algorithmiques. Parce qu'ils montrent les choses visiblement. On peut les... Je suis désolée, j'ai dit biais algorithmique sans expliquer ce que c'est. Un biais en sciences sociales, c'est simplement, voilà, vous êtes un homme blanc, hétérosexuel. En fait, vous avez une conception et une vision du monde qui vous appartient. Vous êtes une femme, vous expérimentez le fait d'être une femme et vous avez donc des biais. Vous venez d'un milieu social aisé, vous avez des biais qui sont liés et inhérents à votre milieu social. Mais de la même manière, vous venez d'un milieu social moins aisé, vous avez également des biais. Et en fait, ce sont des biais en sciences sociales, sciences cognitives, on en a tous. Et c'est un peu aussi ce qui fait fonctionner le monde. Ce n'est pas quelque chose de forcément néfaste. Il faut juste être conscient qu'on en a. Et en fait, ces biais-là, ils vont se retrouver dans la tech. Pourquoi et comment ? Parce qu'en fait, on est des humains. Et que la tech, elle n'est jamais déshumanisée. Google, on croit que c'est... Franchement, on croit que c'est une grosse machine, etc. Mais Google, c'est une entreprise qui fait des bénéfices, qui a des salariés, avec des gens qui sont là pour des data analysts, des data scientists, qui sont formés dans des écoles, et c'est là que Adatech School aussi intervient. C'est-à-dire qu'en fait, ces spécialistes, ces techniciens, ils sont formés, ils ont une formation. Et on peut faire modifier les choses, on peut faire changer les choses. Parce qu'une base de données, elle ne se crée jamais par elle-même toute seule, hein. Même chez l'intelligence artificielle qui apprend par elle-même, etc., il y a toujours des correctifs humains. Il y a toujours de l'humain partout. Et à partir du moment où il y a de l'humain, il y a des erreurs. Ça n'existe pas la perfection. Et en fait, un biais algorithmique, c'est une erreur basée sur des biais cognitifs des humains. Donc, typiquement, pour une intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance faciale, oh bah tiens, on n'est qu'une équipe de blancs. En fait, on a oublié d'intégrer à la base de données des images et un corpus d'images d'hommes noirs, de femmes noires. Et en fait, on va se retrouver, si ça vous intéresse, il y a un cas récent, très 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 intéressant qui a été fait, qui a blanchi Barack Obama. Parce qu'en fait, tout simplement, dans le corpus, dans la base de données utilisée pour pouvoir faire cette reconnaissance faciale, il n'y avait pas suffisamment d'exemples d'hommes noirs. Et donc, l'algorithme s'est trompé. Voilà. Et du coup, ce qui est génial avec les biais algorithmiques, c'est qu'ils mettent en évidence une inégalité sociale invisible. Ils mettent en évidence des biais sociaux. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de les combattre parce que c'est tangible. Ma question, c'est comment on peut être acteur à son échelle? Comment on peut une fois qu'on a les armes et le point de vue pour détecter les problèmes, comment on les tacle? Je pense qu'il faut jamais... En fait, je crois qu'on a tous un peu baissé les armes face aux algorithmes, face à la technologie, aux techniques. On a tous un peu cette espèce de fascination et toute cette fascination de la technologie, comme si elle allait nous avaler ou que c'était un peu à la George Orwell, un côté massif qui n'est pas humain, qui ne prend pas en compte nos besoins. Mais en fait, la tech, elle est là pour nous servir, hein. Si elle ne nous sert pas bien, on n'a qu'à la changer. Et du coup, tout simplement, en devenant acteur, actrice, et j'insiste sur le risque, parce que si on n'y va pas, en fait, ça ne changera jamais. C'est-à-dire ne pas baisser les armes. Je pense que c'est ça le vrai conseil. Moi, il m'a été beaucoup reproché par les experts en SEO, et je parle au masculin parce que c'est que des hommes qui m'ont reproché, de ne pas être justement suffisamment experte. Moi, je m'en fous en fait. Je ne suis pas suffisamment experte, mais par contre, j'ai un avis. Je me suis suffisamment entourée d'expertes et d'experts pour pouvoir savoir ce que je dis. J'ai beaucoup lu de livres et
Et en fait, si les femmes expertes ne naissent pas, si elles n'arrivent pas au monde et ne parviennent pas à être expertes, c'est justement parce qu'en fait, elles se censurent. Et pour devenir expert, en fait, il faut d'abord en passer par ne pas l'être et ne pas savoir. Et donc, je pense que, ouais, admettre qu'on ne sait pas, se former avec les bonnes personnes, avoir une éthique personnelle, vraiment très, très, très importante, savoir ce qui est juste, en fait. Par exemple, je n'aurais jamais travaillé dans l'industrie pornographique qui ne se questionne pas. Je pourrais faire du référencement, faire du marketing et gagner énormément d'argent avec ça en faisant du référencement et faire remonter des résultats sur Google, etc. Mais je ne le fais pas. Avoir conscience de sa propre nuisance. Moi-même, je pense que tout ce que j'exprime aujourd'hui peut nuire à quelqu'un. Et c'est pour ça que j'encourage. Et l'action de SEO lesbienne, en fait, l'objectif, c'est pas que ce soit Fanchon qui parle ou moi, que ce soit tout figé sur moi. En fait, l'objectif, c'est que cette action, elle permette de mettre en évidence d'autres sites internet et d'autres contenus pour afficher la diversité de ce que c'est, en fait, d'être dans le rapport au monde en étant lesbienne et de toute la diversité qu'il y a. Et j'adore qu'il y ait de la controverse et qu'il y ait plein de femmes lesbiennes différentes, des femmes lesbiennes trans, des femmes lesbiennes TERF qui ne supportent pas les femmes lesbiennes trans. C'est très, très important d'avoir cette diversité qui se confronte et s'affronte. C'est la première fois sur Internet qu'on la voit et c'est hyper plaisant. Et est-ce que c'est dur d'être engagé en entreprise et plus particulièrement, puisque c'est celles qui ont le pouvoir sur ces actions, dans des entreprises techniques? Je dirais non, mais j'ai fait en sorte que mes choix professionnels, par exemple, typiquement, je travaille chez Shine, qui est une banque. A priori, c'est pas ma passion, la banque. Mais j'ai rejoint Shine parce que c'est une entreprise qui a des valeurs, et notamment Shine, au moment où je l'ai rejoint, elle venait de sortir une mesure hyper égalitaire sur le congé parental. Ils ont appelé ça le congé second parent. On a tendance souvent à lire le congé paternité. Et en fait, ils ont même écrit sur LinkedIn le mot lesbienne. Et en fait, je me suis dit, mais une entreprise qui écrit « et pour les couples de lesbiennes », mais waouh! Et tout simplement, en fait, pourquoi ils ont écrit ça? Parce que je l'ai su après, c'est qu'il y avait une femme lesbienne en fait derrière qui a pensé à ça, qui s'est dit mais attends, mais moi je vais pas écrire pour les couples, je vais aussi écrire pour les couples de lesbiennes parce que peut-être que ça fera venir des femmes qui se sentent pas bien dans d'autres entreprises et c'était mon cas. Moi, je travaillais pour des grands groupes, j'étais en consulting, même si je faisais jamais de secret sur ma vie perso. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu des cas de coming out à chaque fois que j'ai travaillé dans les entreprises. Des gens qui ont, après ma venue, souvent je venais pour des périodes de 3 mois, 2 mois, qui ont fait leur coming out. Parce qu'ils se sont rendus compte que en fait, c'était assez accepté dans l'entreprise. Et c'était vachement chouette d'avoir cet impact-là. Et non, en fait, du coup, chez Shine, j'ai été embauchée et tout le monde savait que je venais de SEO lesbienne d'abord. Je l'ai affiché sur mon profil LinkedIn. J'ai eu vachement peur à un moment donné parce que peur de me fermer les portes. C'est horrible comme sensation. De me dire que je me censurais et puis en fait, ma femme me dit que je travaillerais juste pour des gens un peu moins cons. Et du coup, ça m'a aidée. Ça m'a aidée en fait et je trouve que ça aide à faire des choix en fait. Donc, et je travaille dans une entreprise qui est relativement éthique sur ces questions-là, questions d'égalité salariale, c'est une boîte qui s'engage pas mal sur ces enjeux et ces questions. Et je crois que je ne travaillerai plus jamais dans une entreprise qui ne s'engage pas sur ces questions. Pour toi, c'est quoi une entreprise qui est profondément inclusive et qui permet ouvertement plus de diversité? Quelles sont les mesures phares qu'une entreprise comme ça prendrait? Alors d'abord, je pense qu'une entreprise entièrement inclusive n'existe pas, parce que les biais sociétaux et sociaux existent. Je pense qu'on peut construire la moins pire des sociétés et des entreprises ensemble, en ayant des mesures effectivement incitatives, mais on reste sur la moins pire. Parce que en fait, on est dans une société où, oui, il y a du sexisme, oui, il y a de la lesbophobie, et je crois qu'on ne changera pas trop de paradigme avant plusieurs années. Je pense que je ne serai plus là quand ça arrivera. Mais c'est pas grave, on trace le chemin à d'autres.
Et, euh, et du coup, je pense que ouais, c'est des mesures. C'est tout simplement des mesures. Et c'est le fait de le dire publiquement, de ne pas avoir peur. Je crois qu'il faut arrêter avec cette peur. J'ai été dans beaucoup d'entreprises où j'ai dû tenir les réseaux sociaux. Euh, Globalement, je trouve que le mot commun des boîtes d'aujourd'hui, des grands groupes, etc., c'est la peur. Ils sont drivés par la peur. Et quand on sort de ce sentiment de peur, en fait, on se rend compte que ça va, en fait, tout va bien. Et que surtout s'engager sur ces questions, des questions d'inclusivité, d'égalité salariale, de parité, de diversité, reconnaître qu'on ne sait pas faire, se regarder, regarder la photo de l'entreprise et se dire, est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on est bon? S'entourer des bonnes personnes qui savent. Voilà, être humble en fait. Et se regarder et commencer par soi-même en fait, d'abord. Top. Est-ce que tu as peut-être des recommandations de ressources, que Ouais, ce soit des livres, des podcasts, des ouais, documentaires? Parler justement, un peu. complètement, ouais, je t'en ai parlé tout à l'heure et trop bien, merci, j'avais oublié. Il y a deux livres qui sont vraiment trop cool si ça vous intéresse de prendre conscience de ce changement de société dans lequel on est et de l'importance en fait pour tout citoyen, toute citoyenne, et j'insiste sur ça, dans leur diversité, à mettre un pied dans la tech, à s'y intéresser. N'importe qui peut s'y intéresser. Et à ce bouquin qui est super intéressant, là je l'ai dans la version traduite, mais si vous comprenez l'anglais, franchement je vous conseille de le lire en anglais. Il est vachement mieux. Euh, c'est très très mal traduit les termes techniques. Je suis désolée pour la personne qui l'a traduit, mais c'est pas top. Ouais, tu l'as. Je vois que tu l'as. Et le bouquin effectivement, de Aurélie Jean, ouais, Ah, super. qui est, qui est un bouquin. Et Les Oubliés, évidemment, je l'ai bien vu. Il y a celui-là, Les Oubliés du numérique de Collet, ouais, bien sûr. Et puis, il y en a un autre, mais Alors, il y a une personne dans le chat qui vous demande de bien vouloir écrire vos références dans le chat pour les partager avec tout le monde, si vous voulez bien le faire. Virginie, tu peux écrire les références? Merci. Et en fait, ces deux livres, ils sont géniaux. Aurélie Jean, j'ai la chance de la connaître. C'est une personne qui m'a insufflé énormément de puissance parce que développeuse dans un monde d'hommes, à une époque où ça ne se faisait pas, en fait. Partie aux États-Unis. Non, je vais vous spoiler le livre, là, j'arrête. Je vous laisse le lire. Et la partie notamment sur les biais algorithmiques est très, très accessible. Honnêtement, j'ai réussi à faire comprendre ça à mes parents qui sont pas très bons en tech et tout ça très facilement. Voilà. Et l'importance du fait que les biais, en fait, ils sont partout et ils ont un impact à tous les endroits, en fait. Ça peut être sur l'expression de genre, l'expression de sexualité, etc. L'autre côté de la machine, ouais. On va vous envoyer ces références et le lien du replay par mail demain. Et puis comme ça, vous aurez vraiment toutes ces belles ressources que et Virginie et Fanchon nous ont données. Merci du coup pour ces petites lectures. Ouais, je t'en prie. Si vous avez d'autres références aussi, moi je suis vachement preneuse de ça, Ouais. même d'études, de choses que vous voyez passer. N'hésitez pas à me pinguer, vous pouvez me contacter l'asso, SEO Lesbienne, on est sur les réseaux sociaux, etc. Dès que vous voyez des ressources passer, ça nous aide énormément, ça nous aide à constituer un corpus de textes et de références. C'est important la formation continue sur ces enjeux-là, ça va très vite et on a besoin d'être à jour. J'en profite pour rebondir sur le côté que ça peut être dur d'être une femme développeuse. C'est vrai, j'ai été dans une école de programmation aussi et il y a eu des bons et d'horribles moments. Et c'est pour ça qu'Ada Tech School s'est créée, en fait, tout simplement, c'est pour offrir un endroit qui propose une pédagogie qui est poussée, qui favorise la création, la collaboration, mais qui favorise aussi la diversité, plus de place pour les femmes dans la tech. Donc, si jamais il y en a qui sont assez curieuses par rapport à l'apprentissage de la programmation, nous, on fait une réunion d'information demain à 18h30. Je vous mets le lien dans le chat pour celles qui sont curieuses. Vous êtes les bienvenus. Et pour celles qui, en tout cas, sont curieuses à l'idée d'apprendre à coder directement,
on organise un atelier de code mercredi prochain à 18h30, en ligne, gratuit, ouvert à tout le monde, femmes, hommes, enfants. Si vous voulez, on a déjà notre voisin de 12 ans qui est passé. Et ça, c'est pareil. On adore partager vraiment les bases de la programmation aux personnes qui se mettent des freins là-dessus alors qu'elles sont intéressées. Parce qu'il n'y a pas plus d'hommes que de femmes qui sont intéressés par la tech, mais il y a plus d'hommes qui décident d'en faire une profession. Donc voilà, on vous y attend si vous le souhaitez. Et moi, je vous encourage vivement à vous inscrire à la newsletter de la Summer School que j'ai mis un peu plus haut. Toutes les semaines, on va faire des conférences ou des ateliers. Et je pense que les sujets qu'on va tacler, si le SEO inclusif va vous intéresser, le reste vous intéressera, je l'espère, au moins encore un petit peu. Même si franchement, c'était particulièrement cool. C'est sympa. Mais juste pour dire, le jour où j'ai appris à faire ma première ligne de code, j'ai senti que je prenais le pouvoir. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ça a été un truc. Jusqu'à présent, j'étais devant un ordinateur dans une passivité où tout avait été inventé pour moi. Et le jour où j'ai commencé moi-même à faire ma première ligne de code et que j'ai vu l'image que j'avais faite, ce que j'avais créé, une espèce de pouvoir dans la création. Et d'un seul coup, on peut tout dire en fait. On peut être le propre diffuseur de sa propre pensée. Et ça, c'est magique. Il y a un côté poétique au code, je trouve. C'est très joliment dit. Écoutez, c'est peut-être le moment de poser vos questions, si vous en avez, pour peut-être favoriser un peu plus l'échange avec Fanchon. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, on les lira. Je les lirai à Fanchon avec grand plaisir. Et vous pouvez peut-être basculer vos micros en ouvert pour faciliter la discussion ouverte et libre. N'hésitez pas. Parler de technique. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que Anna est frisée. Ah, non, c'est bon, on t'entend. Moi, j'ai la question de Aria, je ne sais pas si tu l'as vue. Ah oui, vous parlez de techniques questionnables utilisées par les marketeurs. Quelles sont-elles? Tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que les algorithmes de Google ne sont pas connus. En fait, la manière dont on connaît la façon dont Google référence les sites Internet, c'est qu'en faisant des tests. Donc, en fait, vous allez vous dire, ah ouais, tiens, si j'écris lesbienne, ça va me faire remonter dans les résultats. Et en fait, c'est que ça. C'est ce qu'on appelle, c'est la technique du test and learn. On teste et à partir de cette assertion de test, on en découle des hypothèses et puis on teste et puis voilà. Et en fait, les algorithmes de Google, ils changent très régulièrement. Et du coup, le savoir, c'est le pouvoir. En SEO, si on connaît une technique qui permet de se faire remonter avant les autres, en fait, tous les coups sont permis. Et donc, les techniques questionnables, ça va être, par exemple, de se faire référencer sur les mots et le corpus d'un concurrent, par exemple. Imaginons que je veuille concurrencer l'école Adatech School. Je vais aller chercher sémantiquement. Donc, vraiment, on est presque dans de la linguistique. Hein. Le SEO, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est de la tech et de la langue. C'est vraiment c'est presque pas technique en fait. C'est presque plus de la langue que de la technique. Et on va aller chercher, je vais analyser qu'est-ce que vous dites dans votre site internet sémantiquement, quels sont les termes qui reviennent le plus et là où vous êtes le plus fort. Par exemple, quel est le mot d'autorité sur lequel vous faites référencer? Je vais vous le voler. Je vais aller réécrire tout le contenu de mon site internet qualitativement parce qu'aujourd'hui Google est quand même il fait très très attention à ce que justement à essayer de contrecarrer en fait les techniques mauvaises des marketeurs et en fait je vais réécrire mon site internet et je vais me faire référencer sur par exemple le terme inclusion et ce sera moi la première quand je vais sortir dans les résultats. Je vais vous voler votre mot-clé. Ça peut être ça, mais ça c'est encore soft, hein. C'est un coup bas gentil. Après, vous avez la possibilité aussi d'associer du SEO avec du SIA. Et c'est-à-dire, par exemple, quand on tape Adatech School, en fait, on ne tombe pas sur Adatech School en premier résultat. On tombe sur une pub pour mon école à moi. Que moi, j'ai payé. Et comme j'ai un petit peu plus d'expérience, j'ai plus d'argent, je peux payer une pub qui va rester pendant 15 jours
pour vous voler tous vos prospects et avoir plus de personnes. Je peux aussi aller regarder dans les bases de données de Facebook, par exemple, de votre page, et targeter toutes les personnes qui vous aiment bien, en fait, et leur renvoyer des formulaires et des publicités pour s'inscrire gratuitement à mon école alors que vous vous faites payer. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça. C'est ça, le marketing digital. Sympa. Des assos LGBT accusent la récente loi Avia de censure sur Internet. Qu'en penses-tu? Alors, c'est très controversé comme réponse. Je ne peux pas te donner une réponse. Je ne suis pas suffisamment au taquet sur ces questions-là. Oui, il y a des enjeux évidemment hyper importants de liberté d'expression. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème en fait. Même ce que j'ai fait avec Google, c'est un enjeu de liberté d'expression. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on n'a pas le droit aussi de faire référencer du contenu pornographique? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que twister des algorithmes, ça donne pas trop de pouvoir finalement à Google? Je me suis vraiment posé la question. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai fait et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à Google d'aller mettre son nez dans son algorithme qui était construit naturellement par les recherches et par la société. Donc, on a demandé à Google d'être en avance sur son temps et de proposer des contenus non pornographiques alors qu'on a une société sexiste et pornographe. Et ça questionne énormément. Mais tout ça, ce sont des questions et des enjeux d'éthique sur lesquels, moi, franchement, je n'ai pas de position. Je ne peux pas te dire la loi Avia, c'est une loi éthique, en fait. Moi, j'ai pas de... Je ne sais pas, c'est comme si tu me demandais si j'étais pour ou contre l'euthanasie, tu vois. Je ne sais pas, en fait. C'est des questions sur lesquelles moi, je ne maîtrise pas suffisamment. Je n'ai pas tous les enjeux et toutes les choses. Les assos LGBT, elles défendent des intérêts souvent aussi politiques. On ne va pas se leurrer, hein, une association, comment elle vit de subventions. Donc, il y a aussi tout ça. Il y a aussi des... Moi-même, hein, vous savez, j'étais avant un collectif, je me suis constituée en association pour avoir des fonds. Hein. Il n'y a pas de mensonge, il y a des causes et des effets à tout. Et je sais pas. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton opinion à toi? Je te retourne la question. Je sais pas si tu vas répondre. N'hésite pas à prendre le micro si tu préfères plutôt qu'écrire au clavier. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Non, mais du coup, je posais la question parce que c'est une question que je me pose également. Et du coup, merci pour ton éclairage. Je pense en effet qu'il n'y a pas de réponse, mais le fait que ça va sauter en débat, je trouve ça intéressant. Je voulais avoir ton point de vue. Ok. Merci. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça. En fait, on a même... Tout ça, ça a contribué aussi à accuser Google d'ingérence, en fait. Il y a en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, genre à l'ancien temps d'Internet, dans les années 90, il y avait une espèce de sentiment de liberté. C'était l'Internet gratuit. Il y avait plein d'idéologies aussi. Il y avait d'un côté la pornographie, mais il y avait aussi cette idéologie avec tous ces grands mouvements qu'on commence à naître. Hein. C'est la naissance de Wikipédia, Framasoft, le logiciel libre, et puis il y a eu l'argent qui est arrivé et qui a un peu perverti ces relations et tout ça. Et en fait, on cohabite encore ces deux visions d'Internet. À la fois la volonté de presque capitaliste, c'est presque une vision capitaliste, je trouve, libérale en tout cas, de se dire que le truc s'autorégule par lui-même et que c'est la liberté et que Google n'a rien à dire là-dessus en fait. C'est les gens qui produisent du contenu et les résultats en fait se font. Et c'est une vraie croyance, il y a plein de gens, je vous jure que c'est vrai, et même des gens qui travaillent dans le SEO et le SIA et des gens qui sont vraiment plus experts que moi sur le sujet, qui croient que Google est neutre. Qui croient, mais on est presque dans de l'idéologie, où en fait ils se disent, mais bah oui, c'est un moteur de recherche en fait. L'algorithme, il est basé sur les dernières recherches que vous avez faites, le nombre maximum de recherches que les gens font sur Internet, etc. Mais c'est faux. C'est monstrueusement faux. Quiconque fait de la politique sait qu'avant les élections, Google appelle tous les partis politiques de France pour savoir quels sont les premiers résultats qu'ils veulent voir apparaître.
Je n'apprends ça à personne. Enfin, moi, je croyais que j'apprenais ça à personne, mais en fait, je l'ai appris à plein de gens. Et c'est archi faux sur plein de mots. En fait, Google a l'habitude de twister son algorithme. C'était pas la première fois qu'il le faisait. Il l'avait déjà fait en français sur le mot chat, par exemple. On tombait sur de la pornographie auparavant. C'était déjà il y a quelques années. Sans cesse, il fait des améliorations sur son moteur de recherche. Et ce qui est le pire là-dedans, en tant que citoyen, ça devrait nous alerter, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la nature des algorithmes. On ne sait pas ce qu'il y a dans les corpus pour faire ressortir les images. On ne sait pas comment les articles de presse sont sélectionnés et comment ils arrivent en premier lieu. On ne sait pas qui est à la tête et qui produit ces algorithmes. On ne sait pas quels sont les corpus utilisés. Je le redis. On sait qu'il y a une partie qui vient de Wikipédia, mais c'est super inquiétant. Enfin, je veux dire, là, on est entre femmes. C'est super inquiétant que les corpus de recherche viennent de Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est juste male gaze à fond. C'est-à-dire que c'est un endroit où les femmes n'ont pas le droit de citer, ou très peu. Et je vais vous citer quelque chose il y a très très peu de recherches en français qui sont faites sur ça, mais un chercheur en linguistique, et il y a des nouvelles professions qui vont naître comme ça, c'est génial, en linguistique et en intelligence artificielle, qui s'appelle Bob Rob ou un truc comme ça. Je me souviens plus de son nom, je vous redonnerai le lien. Hyper intéressant, qui a mis en évidence un biais algorithmique en anglais sur le fait que la nouvelle intelligence artificielle de Google, Bertha, s'appelle comme ça, c'est sympa, elle ne reconnaît pas les pronoms possessifs féminins comme étant des pronoms possessifs. Tellement, en fait, elle a été éduquée et entraînée sur un corpus de texte masculin. Donc, le pronom possessif hers, le sien, la sienne en l'occurrence, n'est pas reconnu comme un pronom possessif. Si on lui demande à cette intelligence artificielle est-ce que hers est un pronom possessif, elle ne sait pas répondre. Par contre, his, il n'y a pas de problème. His dog, son chien, etc. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, et c'est la même chose pour Barack Obama qui est blanchi par une intelligence de reconnaissance faciale. En fait, si on ne change pas les corpus, s'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe, et ça Aurélie Jean, elle le dit bien dans son livre, s'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe qui fait est-ce que tous les hommes sont noirs? Est-ce que tous les couples sont hétérosexuels? Et ça, c'est des petits trucs qui devraient venir en fait au quotidien. Mais je me suis bien rendu compte, je vais vous citer un exemple pour les biais. Ma sœur est journaliste, elle a fait un documentaire sur l'amour. Je suis lesbienne. Dans son reportage, il n'y a pas un seul couple homo. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit à ma sœur, mais elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai essayé vraiment d'aller dans tous les milieux, etc., de représenter vraiment tous les couples. Et je lui dis, ah bon, tous les couples? Et là, elle a pris conscience du délire du truc, en fait. Et voilà. Donc, et souvent, elle m'appelle. Elle me dit, tu penses quoi de ce logo pour représenter un couple? Tu penses quoi Et elle fait beaucoup plus attention. Elle fait beaucoup plus attention maintenant. Elle a des petites alertes. Et je pense que, voilà, c'est ça qui est important. Moi aussi, j'ai une question du public. Là, je me positionne en tant que public. Si je fais une recherche Google sur nous, à Data School, on écrit souvent avec du français inclusif. Est-ce qu'on a des risques d'être moins bien référencés si on genre tout au féminin ou d'une manière qui permet à tout le monde de s'y retrouver? Bah oui. Oui, en français, l'homme, c'est un homme. En français, toutes les professions. Par exemple, si on veut se faire référencer et pour ressortir quand quelqu'un cherche, je ne sais pas, est-ce que vous vous genrez vous-même au masculin? Souvent, non? Moi, ça m'arrive souvent de me genrer au masculin parce que au final, c'est plus simple. Est-ce que l'homme se genre au féminin? Je ne crois pas. Sur Google, oui. Depuis qu'on a d'âge, alors, il y a des étudiants, parce qu'on a des étudiants femmes comme hommes, on genre souvent au pluriel au féminin, parce que certains apprenants ici trouvaient ça plus sympatoche, puisqu'il y avait plus de femmes que d'hommes, de passer
au pluriel féminin. Et du coup, c'est vrai qu'on a plutôt le réflexe de genre au féminin. Mais moi, seule sur mon Google, au masculin, c'est bien vrai. Bah, moi aussi. Et le seul terme sur lequel je me genre pas, c'est bien lesbienne, hein, parce que pour le coup, je peux pas me genrer différemment. Mais vraiment, sur des termes de profession, je me genre au masculin, sur des termes de... Parce que, oui, en fait, bah, déjà ce mot homme, les hommes de la Terre, les humains. Récemment, ce serait bien déjà si on parlait de droits humains et pas de droits de l'homme. Mais il y a plein de trucs comme ça. En fait, on est sur du vocabulaire, on est sur de la sémantique. Et à partir du moment où on est sur de la sémantique, quand c'est pas clair dans la société, c'est pas clair sur Internet. Et si tu veux faire référencer ton école et qu'il y ait plus de gens, il faut se faire référencer au masculin. Mais ça peut être un choix politique, un choix délibéré de se faire référencer qu'au féminin. Et d'ailleurs, je pense qu'en termes, si on réfléchit d'un point de vue marketing, c'est une opportunité à saisir. Vraiment, je pense que féminiser et se positionner que sur des mots féminins, ça peut être intéressant. Mais par défaut, si je cherche une formation en développeuse, pour devenir développeuse, je vais chercher développeur. Et je crois que c'est malheureux. Mais après, c'est une particularité aussi du français. C'est-à-dire que dans des... Ah, c'est ça que je n'ai pas dit. En fait, SEO lesbienne, c'était intéressant au point de vue international aussi. Parce qu'en fait, il y avait la même chose en portugais, mais pas dans les autres langues. Parce qu'en fait, c'est des langues, le français et le portugais, qui font vraiment la différence entre le masculin et le féminin. Et les termes sont très identiques. Donc, il y a eu un impact aussi international. Mais le fait d'avoir le point qui est inclusif, Google ne le trouve pas. Enfin, en fait, Google, l'écriture inclusive, il la reconnaît pas. Il n'y a pas de... Pour l'instant, ce que je dis aujourd'hui, à jour J, il ne le reconnaît pas. Il va vous sortir des résultats qui sont identiques, mais il n'y a pas, en fait, il ne reconnaît pas que c'est de l'écriture inclusive. Je ne sais pas comment expliquer. Il va vous ressortir des pages où c'est écrit exactement la même chose, la même occurrence, mais pour lui, ça ne va pas être ou infirmière ou infirmier. Ça va juste être infirmière.ere. Mais ils ont fait des efforts dernièrement, notamment pour les professions, parce qu'il y a un vrai enjeu de diversification et il y a eu des luttes qui ont existé, notamment en Espagne. Il y a un mouvement qui s'appelle Girl Algorithm, dont l'objectif était de modifier les algorithmes en espagnol sur Google, même combat, pour permettre en fait aux petites filles de tomber sur des professions, quand elles tapaient développeuse, tomber sur des professions algorithmiques, des professions développeuses, tomber sur des photographies quand elles tapent infirmière, de petites filles infirmières, de petites filles médecins, etc. D'avoir des représentations plus diversifiées. Quand on tape médecin sur Internet, de tomber sur des femmes et des hommes, etc. Il y a eu un vrai travail qui a été fait. Et d'ailleurs, je voulais le dire, le numéro 2 de Google s'est exprimé sur ça. Pandou Nayak, quand il est venu en France, il a été interviewé par Marie Turcan, publiquement par Marie Turcan, et il s'est exprimé publiquement en disant que c'était terrible, que c'était des résultats terribles, et que évidemment que Google ne cautionnait pas ces résultats et allait travailler à faire modifier les algorithmes. Voilà. Mais l'écriture inclusive, pas du tout encore reconnue par Google. Donc, ne vous faites pas référencer sur l'écriture inclusive. Je pense que dans les bureaux de Google, ils sont beaucoup sur le débat que tu as mentionné de liberté d'expression versus à quel point on intervient. Tout simplement, je pense que ça doit être des débats assez houleux en interne. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Vous avez la même chose, exactement la même chose. À quel point et à quel moment on arrête ou on s'arrête dans la censure. C'est franchement, je pense, le débat du siècle. On l'a vu avec Trump, on l'a vu, voilà. Mais le mot lesbienne, par exemple, il n'est pas traité pareil sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, on ne peut pas utiliser le mot lesbienne. Moi, j'ai eu une dérogation pour avoir ma page. J'ai appelé Facebook, le siège. La demande, elle a été traitée à 100%. Ouais,
Tu veux dire que ta page se fait associer à du contenu pornographique qui donc est descendu, c'est ça? Ouais, en fait, sur Facebook, le contenu pornographique est. En fait, le mot lesbienne est dans une liste, c'est une blacklist. Et on ne peut pas créer. D'ailleurs, blacklist, on ne devrait pas utiliser ce terme. C'est une liste sur laquelle on ne peut pas. Voilà, il y a plein de mots et on ne peut pas créer de page. Et on n'est pas les seuls. Hein. Il y avait la conférence européenne lesbienne en français et en anglais qui était censurée. Et nous, pendant longtemps, on a dû utiliser lesbienne avec une faute d'orthographe, avec un Z. Et ensuite, on a obtenu gain de cause grâce à une personne qui travaillait chez Facebook, qui est anonyme, et qui a fait monter notre requête au siège. Et la demande, elle a pris plus de 4 semaines à être traitée. Et il y a un humain qui est intervenu. C'est pour ça que je dis que les humains comptent et sont importants. Et je pense que la clé, c'est l'humain pour changer les choses. Et il a fait la modification pour qu'on ait notre page SEO lesbienne avec un S. Et par contre, sur Instagram, ça nous arrive d'être censuré. Sur Twitter, il y a quasiment que de la pornographie. On est beaucoup targeté par des bots russes qui tweetent de la pornographie, des images pornographiques. Moi, je supprime à peu près 80-90 messages par jour de faux comptes qui me suivent. D'accord. Soit sur mon compte personnel, professionnel, sur LinkedIn, sur Facebook, qui sont des comptes pornographiques. Voilà, à partir du moment où mon nom a été associé au mot lesbienne, j'ai commencé à être suivie par des comptes pornographiques. Ok. On parle bien de bots, pas d'humains qui viennent te suivre, mais de bots qui sont associés au mot lesbienne, en fait. C'est ça? De bots, des trucs comme ça. Mais j'ai aussi eu des vrais humains, des trolls qui sont venus faire des screenshots de moi avec ces femmes qui détestent les hommes, qui ont bien été condamnées aussi en justice. Donc ça, c'était cool. Voilà. On laisse encore peut-être une petite trentaine de secondes à celles qui veulent encore poser des questions à Fanchon, tant qu'on l'a. Et moi, je profite de ce moment d'attente s'il y a des questions pour te remercier encore une fois. C'était super, tu m'as beaucoup appris. J'espère que tu as beaucoup appris à toutes les personnes qui ont participé à cette conférence, mais je n'en doute absolument pas. Donc, big up. Je vais prendre la note de Sing Your Home de Jodie Picou. On va vous embêter pas. Alors, vous pouvez quand même vous le noter à côté, mais non, on va vous envoyer un mail demain avec le replay si jamais vous souhaitez partager un moment ou un autre à un proche et toutes les références de lecture. Nous, du coup, dans le cadre de la Summer School, chaque semaine a son thème. Cette semaine, du coup, c'est tech et minorité. Et à côté de ça, on propose à celles et ceux qui sont inscrits à la Summer School, donc c'est dans la page que je vous ai envoyée un petit peu plus haut, des ressources toutes les semaines, des podcasts, des vidéos, des articles à lire, des livres conseillés. Donc cette semaine, je vois qu'on a pas mal de nouvelles ressources ajoutées à la liste et j'en suis ravie. La semaine prochaine, du coup, tu en avais parlé un peu plus tôt en parlant de SEO et de linguistique. Mais notre thème de la semaine prochaine sera le code s'apprend comme une langue vivante. Du coup, ça m'a beaucoup fait sourire. Passionnant. Je ne serai pas des vôtres, mais je regarderai avec plaisir le replay. Ça marche. Merci beaucoup pour le partage. Je te dis Mara et je me joins à elle. Merci tout le monde. Vraiment, c'était trop cool de pouvoir être avec vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envie tout simplement de rejoindre le collectif, c'est ouvert à toutes et tous. N'hésite pas à nous dire s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider avec ce collectif chez Ada. Ce serait avec grand plaisir. Tout simplement parler des mêmes thèmes et diffuser exactement ce que vous êtes en train de faire, en fait. Permettre au plus grand nombre pas forcément dans le militantisme LGBT, mais de pouvoir avoir des idées, des ressources, un lieu pour pouvoir s'exprimer et être soi-même. Très important. Je pense que vous le faites déjà. C'est notre petite mission, c'est vrai. Merci à toutes d'être venues, en tout cas. Merci. Quelque chose. Bonne soirée à tout le monde. Je vais fermer cette réunion du coup, mais un gros merci. Vous aurez un mail de notre part demain dans l'après-midi, je pense. Bye bye.